à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est midi, nous sommes le jeudi 6 avril et voici les titres de l'actualité. L'Algérie condamne fermement la prise d'assaut par les forces sionistes de la mosquée d'Al-Aqsa al-Quds occupée ainsi que les agressions contre les fidèles et appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour mettre fin à ces pratiques barbares. Nous parlerons de cette bonne nouvelle pour les opérateurs économiques qui peuvent désormais retirer les licences d'importation via une plateforme du ministère du Commerce avant de s'intéresser à l'une des unités de GTX à Bouira qui produit chaque année plus de 15 000 unités, des produits de qualité et 100% algériens. Qui dit Ramadan dit solidarité sans faille. Les restaurants ouvrent leurs portes pour le ftour, que ce soit d'ailleurs ici ou de l'autre côté de la Méditerranée. En France, l'association Fige anime un véritable réseau de solidarité en direction des habitants les plus démunis de plusieurs villes. Nous nous intéresserons par la suite à la Gandoura constantinoise. Cette véritable œuvre d'art brodée de fil d'or qui témoigne de la richesse de la région a fait l'objet d'une soirée dans la ville du Vieux-Rocher. Elle est la preuve du grand savoir-faire des artisans couturiers constantinois. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. L'Algérie condamne dans les termes les plus fermes la prise d'assaut de la mosquée d'Al-Aqsa par l'autorité d'occupation sioniste et les agressions contre les fidèles et les défenseurs de la mosquée. Ces pratiques criminelles barbares constituent une agression manifeste contre les lieux sacrés, une violation flagrante de toutes les lois et règles internationales. L'Algérie appelle la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité de l'ONU, à assumer ses responsabilités pour mettre fin à ces pratiques criminelles qui constituent une grave escalade et une provocation pour tous les musulmans, notamment en ce mois sacré. L'Algérie réaffirme sa position constante en faveur de la cause palestinienne juste et du droit du peuple palestinien frère à l'établissement de son État indépendant avec Al-Quds comme capitale. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit exceptionnellement aujourd'hui pour faire le point sur les derniers développements de la région. Vous le savez, c'est un véritable acharnement que subissent les Palestiniens depuis le début de l'année. L'avènement du mois de Ramadan a enclenché l'escalade, interpellations, attaques et assassinats quasi quotidiens, sans oublier les incursions répétées à la mosquée d'Al-Aqsa. Le point sur cette situation explosive avec Nakhla Larbi. Escalade de violence en Palestine. La communauté internationale appelée à assumer ses responsabilités et à intervenir immédiatement, notamment après une nouvelle prise d'assaut par les forces sionistes de la mosquée Al-Aqsa à Al-Quds occupée, et ce, au lendemain de l'adoption d'une résolution au Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur les droits inaliénables du peuple palestinien à l'autodétermination. Pour rappel, hier soir, et alors qu'il tenait une veillée de prière du Ramadan dans l'enceinte sacrée de la mosquée Al-Aqsa, des centaines de fidèles palestiniens ont été surpris par des tirs de balles en métal recouvertes de caoutchouc et des bombes sonores et à gaz lacrymogènes lancées par les forces d'occupation sionistes qui ont fait irruption dans la mosquée sainte. Les médecins ont déclaré avoir été empêchés par la police d'entrer dans l'enceinte pour porter secours aux fidèles, dont nombreux d'entre eux ont été interpellés et d'autres battus et forcés de quitter les lieux. Il faut dire que l'entité sioniste fait depuis quelque temps usage d'une violence démesurée. Près de 400 Palestiniens ont été arrêtés lors de heurts à Al-Aqsa. Le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abu Roudaïna, avait mis en garde contre ces agressions sionistes contre les lieux saints qui risquent de provoquer une grande explosion dans toute la région. Pour le ministre des Affaires civiles palestinien, Hussein El-Sheikh, le niveau de brutalité sioniste nécessite une action urgente palestinienne, arabe et internationale. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Reit, le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, mais également plusieurs pays comme l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Jordanie, le Koweït, le Qatar, la Turquie et l'Iran ont également condamné cette attaque brutale. Ils appellent tous l'occupation à cesser immédiatement toutes les provocations qui pourraient conduire à une nouvelle escalade des tensions dans la région. Même son de cloche chez la Commission européenne qui a exprimé sa profonde préoccupation. Dans un rapport adressé le mardi 4 avril au Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué l'engagement personnel du président de la République dans la promotion de la paix et de la stabilité en République du Mali. Antonio Guterres a particulièrement rappelé que le président de la République avait successivement reçu en janvier et février dernier des délégations représentant toutes les parties maliennes signataires de l'accord d'Alger, en l'occurrence le gouvernement ainsi que les mouvements politico-militaires. Et à la lumière de ces développements,
développement, le secrétaire général de l'ONU s'est félicité du leadership de l'Algérie en sa double qualité de chef de file de la médiation internationale et de président du comité de suivi de l'accord, en mettant en exergue ces initiatives tendant à surmonter l'impasse que connaît actuellement ces processus. Il convient de noter que le rapport du secrétaire général intervient en prévision d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Mali, prévue le 12 avril courant sous la présidence de la Russie. Depuis hier, les opérateurs économiques en Algérie ont la possibilité de retirer les licences d'importation via une plateforme du ministère du Commerce. On parle bien de licences qui concernent les matières premières et les marchandises destinées à la revente en état. Des licences dont la domiciliation bancaire pourra se faire dès lundi prochain. Il faut dire que c'est une démarche qui fera gagner un temps conséquent aussi bien pour le ministère que pour les opérateurs économiques. Malika Bellal. Désormais, les opérateurs économiques activant dans le domaine de l'importation des matières premières et des marchandises destinées à la revente en l'état pourront retirer leur licence d'importation via l'espace de l'utilisateur à travers une plateforme numérique lancée par le ministère du Commerce. Les opérateurs économiques résidant dans d'autres wilayas n'auront plus à se déplacer au ministère pour retirer leur licence. Tout se fera désormais via Internet. Les marchandises concernées sont les matières premières, les équipements, les pièces détachées, les produits et équipements agricoles, les vêtements et chaussures de la même marque. Les opérateurs peuvent procéder à la domiciliation bancaire de ces licences à partir de 10 avril en vue de parachever les procédures d'importation. La mise en place de cette nouvelle plateforme va faciliter l'opération de délivrance des licences. Elle représente un gain de temps même pour nous, car nous aurons plus de temps pour traiter les dossiers. Cette mesure intervient dans le cadre du parachèvement des procédures administratives et de la facilitation des services et prestations pour les opérateurs économiques au titre du nouveau plan d'action du ministère du Commerce. Et on vous emmène à présent dans les entrailles de l'une des unités du groupe GTEX, celle de Bouira, produit annuellement près de 15 000 unités, spécialisées dans le textile et le cuir. Elle habille notamment le personnel de milieux professionnels. Tout est made in Algeria, que ce soit de la conception aux produits finis de qualité. Nejwa Qliqa, Yasmine Massoudi. Située à Bouira, cette unité fait partie des 12 unités que compte le groupe textile et cuir GTEX. L'usine est spécialisée dans la fabrication des uniformes, des vêtements à usage professionnel et de la literie, destinée à répondre aux besoins des établissements publics. Nos principaux clients sont la Direction générale de la Sûreté nationale, le ministère de la Défense nationale, Sonatrach, les établissements publics et privés. L'unité compte 130 employés. L'usine produit plus de 15 000 unités par an, ce qui équivaut à 500 pièces par jour. La fabrication est assurée par une équipe de professionnels dans le domaine du stylisme et du modélisme. De la conception aux produits finis, en passant par la couture et le contrôle de qualité, ils veillent à la confection de modèles alliant modernité et qualité. Donc العملية تبدا من لاكوب نديروا لي تراسي ونكوبيو لي بياس اي تو ونروحوا لا بريباراسيون نديروا لي بريباراسيون دي بتيت بياس كيما لي رابا ولي بتيت بياس لي كول اي تو ونروحوا للمونتاج. Nous sommes spécialisés dans les vêtements à usage professionnel comme les blouses médicales, les tenues de la protection civile. Les pompiers. Véritable fleuron de l'industrie textile en Algérie, le groupe GTEX produit des produits 100% algériens à des prix très compétitifs. Direction la wilaya de Ain Defla pour vous parler de l'installation en cours de détecteurs de monoxyde de carbone. Plus de 3500 appareils sonores et lumineux seront placés dans les foyers de cette wilaya afin d'éviter que le nombre de victimes de ce tueur silencieux n'augmente. Ikram Qathi et Malika Bellal. الجهاز هذا يبقى ينبه فيك مش راح يسكت حتى ينعدم. Chaque année, le monoxyde de carbone tue des dizaines de personnes en Algérie. Et afin d'éviter ces intoxications mortelles, le groupe Sonelgaz a été chargé d'équiper gratuitement ses clients de détecteurs de monoxyde de carbone dotés d'un système d'alarme lumineux et sonore.
Avant de placer les systèmes d'alarme, nous vérifions d'abord les branchements et les installations de gaz dans les foyers. Après l'installation de ce système d'alarme chez moi, je suis tranquille, surtout la nuit. Dans la wilaya de Ain Dfla, 3570 détecteurs de monoxyde de carbone lumineux et sonores ont été installés dans les foyers. Nous avons réussi à installer plus de 1126 détecteurs au niveau de cette cité. L'opération va toucher l'ensemble des locaux à usage d'habitation au niveau de Ain Dfla. L'opération vise à terme à mettre fin, ou du moins à réduire fortement le nombre de drames causés par les intoxications au monoxyde de carbone en Algérie. Et en ce mois sacré de Ramadan, les restaurants ouvrent leurs portes pour le ftour, que ce soit d'ailleurs ici ou de l'autre côté de la Méditerranée. En France, plusieurs associations s'y appliquent. Celle de la fraternité interculturelle Génovéfaine anime depuis 5 ans déjà un véritable réseau de solidarité en direction des habitants les plus démunis des 2 villes de Savigny-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois. Tout s'applique à rendre le moins difficile possible le jeûne. Eux, ce sont des restaurateurs, des bouchers et grossistes, entre autres. Correspondant signé Afed Belouchette. Depuis quelques années, ce restaurant de grillade à Sainte-Geneviève-des-Bois ferme ses portes au mois de Ramadan. Pourtant, dans les cuisines, on s'active au quotidien. C'est un restaurant solidaire. Le concept consiste à préparer des repas à peu près 240 à 260 repas par jour. Grâce aux dons les associations et grâce aux dons aussi, surtout à notre communauté qui est en masse ici en France. On sait très bien que les sociétés maintenant s'appauvrissent de plus en plus. Donc il y a des gens qui n'avaient pas les moyens de se faire à manger, etc. Les étudiants, les réfugiés, les familles seules, les femmes seules plutôt. Et les mosquées aussi nous appellent pour leur préparer. On leur prépare et on leur donne. En effet, les petites mosquées dépourvues de cuisine dans les normes n'ont plus le droit de préparer les repas sur place, comme ce fut le cas il y a quelques années pour cette petite mosquée qui a démarré ce mouvement de solidarité dans les années 90. On a commencé à solliciter de l'association Femmes dans la Cité, donc il y avait les sœurs, eh bien ils ont commencé à faire les repas. Au départ, on a distribué, on pensait faire quelques temps, on a distribué 3 fois par semaine. Très vite, on a eu 40. 50, 60. Ils m'ont dit, viens nous faire le couscous, venez nous aider. J'ai dit, pas de problème, comme j'habitais juste à côté, je suis venue et on a commencé à faire le manger. Moi, personnellement, je fais que du couscous. Et les autres, ils font la chorba, des briques, des trucs de tagine, tout ça. Depuis, ces femmes bénévoles se retrouvent dans le restaurant de Bilel, aux côtés d'autres bénévoles qui les ont rejoints au fil des années. Et ça nous fait énormément de plaisir. On est une famille, on est des frères, on est des volontaires, chacun aide avec ses moyens. En fait, on a une grosse équipe de 20-25 personnes, mais ça tourne toute la semaine. Il y en a qui viennent plus le week-end, d'autres qui viennent plus en semaine. Il y en a qui préparent en début d'après-midi, qui préparent la salade après qui s'en vont. Il y a une autre équipe qui vient en fin de journée pour faire les barquettes et faire les livraisons. Des bénévoles, mais aussi de nombreux donateurs musulmans, comme ce boucher. Ce qu'il a besoin. Voilà, on s'occupe de nos frères aussi, les plus démunis. Il faut tout Ramadan, comme pour passer le Ramadan comme nous, quoi. Voilà. Et on fait Ramadan un peu façon de bled. L'une des particularités des repas distribués par l'association Fraternité interculturelle Génovéfaine réside dans la variété des iftars proposés. Sainte-Geneviève-du-Bois et Savigny, c'est 2 différents. Sainte-Geneviève-du-Bois, c'est les tagines, la soupe, et le Savigny, voilà, plus le riz. Parce qu'en fait, on a un public d'Afghans et des personnes d'Afrique. Donc ils sont plus riz et pâtes. En effet, l'association livre également les foyers de migrants dans les 2 villes. Fait livrer, et ensuite on a, comme vous avez vu aussi, le dépôt alimentaire où on fournit des dons alimentaires, un colis alimentaire tous les mois pour les nécessiteux. Et aussi, on prépare la rupture du jeûne pour ceux qui sont ici sur place. À l'image d'une ruche d'abeilles, les bénévoles petits et grands s'activent 2 heures avant l'Adhan sur les lieux de distribution de repas, au grand bonheur des bénéficiaires, toutes origines confondues. C'est un geste vraiment bien.
dans ce généreux, dans ce mois béni. Et en tout cas, cette mosquée de Saint-Gervais-des-Bois, c'est une très belle mosquée. C'est bonne mosquée et bonne organisation. J'espère que c'est très bien. ونحبكم بزاف الناس الكل. انا تونسي نحبكم ياسر ياسر خويا، نحبوا خواتنا الجزائريه، وهنا نجوا خويا نتلموا مع بعضنا كيما في تونس كيما في الجزائر كيما في فرنسا. تحية جزائر، نحن قاعدين نساعدوا في رمضان لسه ما فطرناش. شكرا كثير والله. Souvenez-vous, nous parlions il y a quelques jours de la prévention et de la lutte contre les mines antipersonnelles lors de la journée internationale. Le Sahara occidental n'est pas en reste puisque pas moins de 10 millions de mines et d'explosifs de tout genre longent le mur de la honte. Implantés par l'occupant marocain, ces outils de la mort continuent de faire régulièrement de nombreuses victimes sahraouis. D'ailleurs, selon l'ONU, il s'agit de la région la plus minée au monde. Yemina Seydji. Les mines antipersonnelles et anti-chars, les explosifs et les bombes à fragmentation posées par l'occupant marocain tout au long du mur de la honte ont fait des milliers de victimes civiles et causé de graves handicaps. Et pourtant, le Makhzen refuse toujours de signer des accords internationaux pour éliminer cette arme destructrice. Les Sahraouis sans défense continuent ainsi de souffrir des séquelles de la guerre avec l'occupant marocain et la situation ne cesse de se détériorer. Je suis tombé sur une mine. Mon compagnon m'a porté secours, mais lui aussi a été touché par un jet de pierre à l'œil. Quant à moi, ma jambe a été amputée. J'ai emmené mes bêtes pâturées. J'ai foulé une mine et c'est comme ça que j'ai perdu ma jambe. Je demande à la communauté internationale de protéger le peuple sahraoui du danger des mines. Dans le cadre du plan expansionniste du Makhzen, plus de 8 millions de mines antipersonnelles ont été implantées dans les terres sahraouies. Elles sont éparpillées sur plus de 2720 km tout au long du mur de la honte. Et plus de 4 millions de mines sont disséminées dans les terres sahraouies. Elles sont destinées à tuer le maximum de civils sahraouis, ce qui en fait un crime contre l'humanité. Le Maroc fait partie des rares pays n'ayant pas encore ratifié la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Selon l'ONU, une superficie de 100 000 km² des territoires sahraouis continue d'être affectée par les mines et les munitions non explosées. J'accompagne 50 jeunes venus des Pays Basques en Espagne afin de visiter les camps des réfugiés sahraouis. Nous avons établi un constat de la situation et œuvrons à trouver des solutions pour aider ce peuple qui subit toutes les formes d'injustice depuis plusieurs décennies. Toutes les mines implantées le long du mur de la honte sont une menace pour les vies des Sahraouis. La communauté internationale doit connaître la vérité sur les conditions dangereuses dans lesquelles ils vivent. Poniendo en los 2700. Preguntabais sobre las minas justo ayer, hablando con el que nos ha cogido en casa con les glissements de terrain font que les mines se déplacent et apparaissent dans les endroits où elles ne doivent pas être, ce qui représente un danger permanent pour la population. L'existence du mur de la honte est inadmissible et empêche le peuple sahraoui de vivre en toute liberté et un crime contre l'humanité. Plus de 72 types de mines ont été recensés, provoquant la mort de plus de 5000 civils sahraouis et le bilan s'alourdit de jour en jour. Un crime de guerre et contre l'humanité qui, bien que condamné par la communauté internationale, reste impuni. Réforme des retraites en France. Pour la 11e fois, il se mobilise ce jeudi à l'appel de l'intersyndicale. Dans tout le pays, des manifestations et des actions contre le projet du gouvernement sont prévues. Des centaines de milliers de contestataires sont attendus dans les rues pour dire non à cette réforme. Revenons en Algérie avec cette 21e journée du championnat national de Ligue 1. Le Chebab de Belouizdad s'est hier imposé par 2-0 face à la JS Saoura et creuse ainsi encore plus l'écart en tête du classement général. Pour ce qui est de la JS Kabylie, eh bien, elle s'est également imposée à domicile face à la Lanterne Rouge, le HB Sholrom Laïd, avec un score d'1-0.
Suite au tirage au sort des compétitions africaines qui s'est déroulé hier soir, nos clubs connaissent désormais les noms de leurs adversaires en Ligue des Champions pour le compte des quarts de finale. Le Chebab de Belouizdad affrontera les Sud-Africains de Mamelodi de Sundown. La JS Kabylie fera face à l'Espérance de Tunis, alors qu'en Coupe de la CAF, l'USM Alger, seul représentant algérien encore en lice dans cette compétition, jouera contre l'AS FAR de Rabat. Parlons à présent patrimoine algérien. La gandoura constantinoise, cette tenue d'exception témoignant de la richesse de la région, a fait l'objet d'une soirée dans la ville du Vieux-Rocher. Portée fièrement par les femmes lors d'occasions festives, elle est la preuve du grand savoir-faire des artisans couturiers constantinois. C'est une véritable œuvre d'art brodée de fil d'or. Un dossier a été déposé à l'UNESCO pour préserver cet héritage. Yemina Seydji. Exposée tel un véritable joyau, la célèbre gandoura constantinoise brodée au fil d'or a été à l'honneur lors de cette exposition organisée à la salle Zénith à Constantine. Les visiteurs ont pu admirer différents modèles, broderies et couleurs de cette tenue ancestrale typique de la ville du Vieux-Rocher. Ce défilé nous a vraiment fait voyager. Nous avons apprécié la robe constantinoise, l'une des plus anciennes tenues traditionnelles. L'arlila, Koftan al-Qadi, le travail minutieux au fil d'or avec les techniques du mejboud et de la fetla font notre fierté. Il y a plusieurs sortes de gandoura. Nous pouvons les différencier selon les broderies choisies. Il existe également des broderies qui représentent des animaux, comme le paon. Ancrée dans les traditions, son utilisation remonte à la période précoloniale, où elle était portée fièrement par les épouses des beys et les aristocrates, une tenue de cérémonie qui fait partie du patrimoine national et que les anciens couturiers de la région préservent jalousement. Ils privilégient encore les techniques traditionnelles comme la frida et la broderie, faites de fil d'or ou d'argent, un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Des jeunes qui sont très jeunes, mais qui sont créatifs. Machallah, شفت des chefs-d'œuvre, des إبداع كبير شفتوا في الشباب الله يبارك. En dépit de la modernité des tenues vestimentaires, la gandoura constantinoise conserve encore un charme indélébile. Fièrement portée par les femmes de la région, elle est présente dans toutes les occasions de fête où elle est exhibée comme un bijou de valeur. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Mina Abed. Prochain rendez-vous de l'information ce soir à 19h avec Kemal Sui. Quant à moi, je vous retrouverai demain à midi. Excellente journée à tous sur Canal Algérie.